Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à Espace Littéraire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un confrère journaliste, président du conseil exécutif du Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire et écrivain, auteur de l'essai L'Afrique des pharaons à la démocratie missionnaire. Lucien Ouédanou, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour chers internautes. L'Afrique des pharaons de la démocratie missionnaire, c'est un titre assez évocateur. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble une démocratie buissonnière? En fait, une démocratie buissonnière, c'est une expression à laquelle j'ai pensé quand il y a eu les premières élections après le multipartisme. Et cela m'a fait penser à ces enfants qui font semblant d'aller à l'école et dont on dit qu'ils font l'école buissonnière. Et je me suis dit que aussi bien la classe politique que d'ailleurs la population joue un peu à un jeu de faire semblant. Et c'est pourquoi je dis que la démocratie buissonnière, c'est une vie politique en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on fait délibérément semblant de représenter quelque chose, mais il n'y a pas la sincérité pour adhérer au concept. Il y a un semblant de multipartisme, il y a des élections plus ou moins régulières, souvent truquées au profit de ceux qui détiennent les règles de comptage des élections. Et il n'y a pas véritablement un enracinement de la démocratie dans la conscience populaire. Et c'est tout cela qui m'a fait penser à ce que j'appelle la démocratie buissonnière. C'est-à-dire qu'il y a les apparences de la vie démocratique, mais on met en place des stratégies pour confisquer le pouvoir ou pour le garder pour une minorité. Souvent la minorité fondée sur l'ethnie, sur la religion, sur la région. Et c'est ce manque de sincérité qui pose problème au niveau de l'application de ce qui devait être le gouvernement du peuple, pour tout le peuple, pas seulement pour une partie, pas pour la partie de ceux qui sont du village ou du clan ou de la région, de ceux qui sont au pouvoir. C'est cela un peu ce que je voudrais caractériser par la démocratie buissonnière. Lorsque vous faites une comparaison d'époque des pharaons et celle de nos jours, avez-vous des regrets par rapport à la gouvernance actuelle? Disons que le titre, c'est un peu une évocation qui n'est pas linéaire. Comme je l'ai dit, c'est un pointillé. Donc ce sont des écrits qui en partie évoquent l'Égypte pharaonique et qui également interrogent notre passé précolonial, la décolonisation et la gestion du pouvoir sous l'indépendance. Donc il n'y a pas véritablement une comparaison à faire parce que chaque système politique a ses forces et ses faiblesses. L'Égypte pharaonique a certes réalisé de grandes choses, on va peut-être y revenir, mais c'était aussi une société très hiérarchisée. Et avec quand on interroge par exemple la construction de ce qui fait la grandeur des pharaons, les pyramides, les grandes œuvres, mais ça a été construit avec une main-d'œuvre presque servile. Donc il n'y a pas de société parfaite. Et Cheikh Anta Diop, que j'évoque beaucoup, interroge d'ailleurs la structure sociale et pose la question de ce que les marxistes ont appelé la révolution, le mode de production asiatique. Ce sont des termes un peu bizarres, mais qui montrent que ce n'étaient pas des sociétés parfaites non plus. Elles ont leur grandeur. Et si je les évoque, c'est parce qu'il y a eu un certain moment dans l'histoire, dans l'histoire, ou plus précisément dans l'écriture de l'histoire universelle, on a gommé la partie égyptienne, pharaonique, je dirais, de l'Afrique, pour nous faire penser qu'il n'y a rien eu en Afrique. Et le mérite de Cheikh Anta Diop, ça a été de montrer que des historiens grecs avaient déjà démontré que les grands philosophes, les grands scientifiques sont allés en Égypte pour apprendre la science et l'importer en Europe. C'est des vérités historiques qui ne sont pas connues ou qui ont été dites du moment où je commençais à écrire ce livre, il y a déjà une trentaine d'années, mais qui se perdent. Quand on fait l'histoire du monde, c'est la science européenne et l'Afrique colonisée, l'Afrique des matières premières. On oublie qu'il y a eu dans le passé des sociétés structurées, grandioses, qui ont rayonné sur le monde entier et qui étaient africaines. On peut se demander pourquoi on est passé de cette grandeur à la quasi-décadence actuelle. C'est un sujet de réflexion. Donc un peu pour dire que ce n'est pas une comparaison entre noir et blanc ou entre nuances de noir et de gris, mais c'est des pointillés sur la façon dont la gouvernance a été menée et nous pourrons peut-être revenir à plus de détails dans la suite. Quelque part dans votre essai, vous affirmez que la dictature n'est jamais une fatalité.
Sur quoi repose cette aspersion? Cette assertion repose sur une conviction. Et c'est d'ailleurs, c'est un fait exprès, c'est la dernière phrase du livre. Voilà. Donc, parce que quand j'interroge effectivement ce jeu de faire semblant, je me rends compte que c'est une tendance lourde de nos sociétés africaines. Parce que l'expression, je l'avais élaborée en 1993, comme je le disais, en regardant la façon dont se sont passées les premières élections après le multipartisme. Au fur et à mesure que le temps passe, quand je relis ces textes 20 ans, 30 ans, 35 ans plus tard, beaucoup me disent rien n'a changé. Ça veut dire que dans nos sociétés, dans nos consciences, il y a des tendances lourdes à faire semblant de pratiquer le principe du pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et qu'il y a toujours, donc il faut toujours avoir cette conviction que la dictature n'est pas une fatalité. Ce qui contourne les textes, la société peut s'organiser, les partis politiques peuvent s'organiser toujours pour les mettre à l'épreuve et les ramener à la raison, au respect des textes qui se sont donnés. Parce que quelle que soit la société, il y a toujours des moyens de contourner les textes. Je me souviens qu'au Sénégal, à un moment donné, il y avait le multipartisme, c'était l'une des sociétés politiques phares de l'Afrique, mais à un moment donné, il y avait eu cette disposition bizarre qui rendait l'isoloir facultatif. L'isoloir facultatif. Autrement dit, vous pouvez voter, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'isoloir, derrière un isoloir pour voter. La perversion de ces principes, c'est quoi? C'est que si dans un village où le chef de village, le chef, dit « moi je vote pour Senghor », c'était à cette époque-là, pourquoi toi tu veux te cacher pour aller voter? Et du coup, ça vous oblige en quelque sorte à voter pour celui que le chef a choisi. Et jusqu'à présent, il y a toujours cette manière de faire où celui qui a le pouvoir, la même mise sur le pouvoir économique ou sur les sociétés d'État, a toujours des manières de forcer les consciences à choisir le candidat de son parti. Et même quand on va plus loin en voulant moderniser les élections, je me souviens que le doyen Laurent Denoff-Legault avait une expression, il parlait de technologie électorale par laquelle il aurait été battu. Théoriquement, la technologie, il n'y a rien de plus neutre, de plus scientifique. Mais en vérité, il y a toujours des moyens de passer par derrière pour traficoter, pour détourner les votes. Et tout dernier exemple, la récurrence des troubles électoraux dans beaucoup de nos pays. Par exemple, au Kenya, on a mis en cause, non pas le système de vote lui-même, mais la manière dont le comptage des voix a été fait. Pas le système électronique. C'est-à-dire que même dans le système électronique, il y a moyen de faire pression sur ceux qui détiennent les outils technologiques pour que le vote soit détourné. Et c'est tout cela que j'appelle démocratie buissonnière. Mais il faut aussi compter sur la force de réaction de la société civile, des citoyens, des partis politiques, pour chaque fois déjouer ce que j'ai appelé les ruses africaines de la démocratie buissonnière. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la démocratie africaine fait semblant d'être une démocratie fiable? Disons que c'est pas, je ne vais pas globaliser, mais disons qu'il y a une tendance lourde dans plusieurs pays africains. Et je vais citer un chercheur haïtien qui s'appelle Roger Dorsenville, qui a d'ailleurs dit que ce n'est pas, comparant les soubresauts de la mauvaise gouvernance politique en Afrique et en Haïti, où la négritude s'est mise debout pour la première fois, dit-il, c'est-à-dire une transplantation d'un pays africain. À un moment donné, d'ailleurs, on l'avait considéré comme le 53e pays africain qui voulait adhérer à l'Union africaine. Vous voyez, on trouve là-bas des systèmes qui ressemblent très fort à nos systèmes ici, de violence politique. Mais il a dit, ce n'est pas une parenté génétique, c'est une parenté sociétale. À un certain niveau de développement des sociétés, il peut y avoir cette lutte, non pas des classes en tant qu'au sens marxiste du terme, mais cette lutte entre disons, la classe politique en constitution ou qui veut garder le pouvoir pour un clan et des voix contraires ou des positions politiques contraires qui veulent au contraire une démocratie inclusive, participative, mais surtout transparente, que celui qui a perdu reconnaisse qu'il a perdu et que celui qui a gagné, on lui laisse gouverner. C'est un peu cela, c'est le jeu contre, c'est-à-dire la lutte contre ce jeu qu'il faut faire prévaloir dans tous les pays africains. C'est cela. Que retenez-vous de l'idéologie et pratique politique en Afrique? Les idéologies et pratiques politiques, c'est un peu ce que je viens de dire là, parce que quelles que soient les idéologies, c'est la pratique. Parce que, une partie du livre est consacrée à la revue de la pensée
politique en quelque sorte, pour voir un peu qu'est-ce que les grands penseurs africains, parce qu'il en existe, qu'est-ce qu'ils pensent des grands systèmes politiques, que ce soit le marxisme, le libéralisme, le socialisme surtout. Il y a toujours eu des déclinaisons de certains penseurs comme Senghor, comme Nyerere, comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, comme Mamadou Koulibaly en ce qui concerne le libéralisme, qui essayent d'adapter les grandes pensées, les grandes idées et idéologies politiques au contexte local pour voir comment les acclimater, sans les dénaturer. Parce que souvent aussi, il y a cette tendance à dire on veut faire de la démocratie à l'africaine, la démocratie à l'ivoirienne, on en a entendu parler dans le temps, et c'est souvent pour contourner le principe de base qui doit être que le pouvoir doit être détenu par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire que ce ne fait pas une partie du peuple qui prend le pouvoir au nom du peuple. Et quand c'est ceux qui prennent le pouvoir, ils ne le font pas pour eux, mais ils font pour le peuple tout entier. C'est un peu l'idéal démocratique. Donc, quelles que soient les formes que cela prenne, c'est le principe auquel il faut faire référence, quelles que soient les formes de gouvernance que l'on peut imaginer et qui sont acceptées par les populations. Vous avez parlé de marxisme. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Disons, pour moi, beaucoup à double titre. Parce que j'ai été professeur de philosophie et je viens d'un pays, le Bénin, où à un moment donné, le marxisme était l'idéologie nationale. Et même pour vous révéler, c'est peut-être à cause du marxisme que ce livre est sorti, parce que c'est ce système qui m'a poussé à émigrer, en quelque sorte. C'était parce qu'il y avait quand même certains dirigismes qui faisaient que je ne pouvais pas faire ma thèse en lettres modernes comme je l'aurais souhaité. Et je suis passé par un concours de journalisme pour aller à Dakar. Et c'est comme ça que le système politique m'a marqué personnellement. Et j'ai eu aussi à l'enseigner en tant que professeur de philosophie, puisque c'était une des matières au programme. Donc j'ai eu à réfléchir beaucoup sur le marxisme parce que... Et puis, dites-vous aussi que tous les leaders politiques de la génération des indépendances ont été plus ou moins marqués par le marxisme, surtout par le socialisme. Qu'il s'agisse, les plus connus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les Nyerere, les Senghor et autres. Mais même Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a été, comme je l'ai dit quelque part dans le livre, un dangereux communiste dans le temps. On ne le sait pas, il est passé après au libéralisme, mais en fouillant dans les archives du journal où je travaillais à Dakar, Afrique Nouvelle, j'ai vu des textes, des pamphlets très forts de Houphouët-Boigny, communiste, incroyable. Hein. Il y croyait à l'époque, parce que le communisme a été l'allié des peuples colonisés pour accéder à l'indépendance. Donc Houphouët-Boigny son parti a été apparenté au Parti communiste en France, à l'Assemblée nationale en France, pour pouvoir exister. Donc c'est un peu cela qui fait que c'est une idéologie qui compte pour beaucoup et qui a suscité beaucoup d'espoir dans des pays africains quand ils sont été à l'indépendance. Certains ont même réussi à l'imposer ou à l'imposer comme idéologie d'État. Ça a plus ou moins marché. J'ai consacré un chapitre à cela quand il s'agissait de célébrer les 100 ans du marxisme. Mais c'est une idéologie très importante à titre personnel, mais aussi pour l'Afrique. Il faut en avoir conscience. Dans l'ouvrage, vous avez compilé une série d'articles et d'entretiens consacrés à des chercheurs africains de renom. Y a-t-il une raison implicite qui a guidé votre choix sur cela? Disons que la raison, ça vient du fait que je suis critique littéraire, je suis littéraire de formation et philosophe aussi. J'ai une double formation en littérature et en philosophie. Donc j'ai beaucoup prêté attention dans ce volume de mes mémoires de critique, qui est un volume de 3 qui sont prévus. Cette partie est consacrée surtout à la pensée politique en partant des idées de Cheikh Anta Diop. Donc du coup, tout ce qu'il y a eu comme ouvrage d'auteurs, de chercheurs africains qui sont sortis dans l'époque où je couvrais la rubrique littéraire, où je couvrais systématiquement toutes les productions littéraires y apparaissent. Mais cela donne aussi quand même une bonne photographie de l'époque, parce que la pensée politique africaine est majoritairement dominée, à mon avis, par la réflexion sur le socialisme. Ensuite il y a eu le marxisme. Et en réaction à certaines pensées qui se sont plus adaptées à l'évolution démocratique, quand Laurent Gbagbo parle pour une alternance démocratique en Côte d'Ivoire, il réunit certes un groupe de partis ou de mouvements socialistes, mais le socialisme était un peu l'idéologie de lutte pour l'acquisition de l'indépendance et aussi par la suite pour
pour conquérir le pouvoir face au régime qui, à l'indépendance, était pour la plupart des régimes, disons, pas capitalistes, entre guillemets, comme eux les considéraient, mais des régimes libéraux liés au monde occidental. Donc c'est un peu cela qui fait que je me suis beaucoup intéressé à la pensée politique en Afrique. Et il y a plus récemment des penseurs qui affirment plutôt le libéralisme. Et là, je pense, j'ai cité le cas de Mamadou Coulibaly, qui a fortement élaboré dans un livre pourquoi il était partisan du libéralisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, j'en ai parlé avec lui une fois, comment il est passé de l'ultralibéralisme au socialisme, à l'économie sociale de marché, puisque le FPI auquel il a adhéré par la suite était le Parti socialiste, et il a expliqué que c'était possible de faire le mariage entre le libéralisme et l'économie sociale de marché, qui est une version en quelque sorte mitigée ou plus réaliste du socialisme, assez loin du marxisme des années 60 et 70. Quel est l'idéal défendu par exemple par Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, je parlerai d'ailleurs plus finalement d'idées plutôt que d'idéal. Parce que Cheikh Anta Diop se situe sur le plan des idées. Et si le livre met en évidence une image comme celle-là, qui est une image de l'époque pharaonique, c'est l'image d'un pharaon, le pharaon Toutankhamon, le masque mortuaire du pharaon Toutankhamon. Cela montre à la fois une certaine splendeur par les couleurs que vous voyez, mais là derrière aussi, il y a toute une science, toute une technique, toute une culture très profonde. Jusqu'à présent, on trouve très peu de sociétés où on a pu momifier des personnages ou de simples... et souvent, c'est les grands hommes qui sont momifiés pour garder leur image telle qu'ils étaient quand ils sont morts pendant des centaines et des milliers d'années. Cela veut dire que là derrière, il y a un savoir-faire, une science. Et Cheikh Anta Diop parlait beaucoup de l'apport de l'Égypte pharaonique à la science universelle. Et c'est surtout pour décomplexer les Africains qu'on a fait croire qu'ils sont des sauvages, sont des barbares. Ceux qui n'ont inventé, d'ailleurs, disait Césaire, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni le canon. Donc il y a une entreprise, et ça se voit, c'est bien décrit dans le discours sur le colonialisme, il y a une entreprise de rabaissement du noir, du nègre, pour citer les mots qui étaient utilisés à l'époque. Et la pensée de Cheikh Anta Diop, ou ces travaux plus précisément, visaient à montrer que, 1, l'homme est apparu en Afrique, dans la vallée du Nil, que 2, les premiers habitants du monde étaient des Noirs, que 3, ils avaient une civilisation et une science très élaborée. Donc ça a été l'objet de sa thèse à la Sorbonne dans les années 50, thèse qui a été refusée, rejetée. Parce qu'il faut dire que Cheikh Anta travaillait de façon scientifique, mais aussi avec beaucoup de fougue. Et peut-être sa détermination a été utilisée comme prétexte pour réfuter ses thèses. Mais quelques années plus tard et des années plus tard, tout cela a été bien prouvé, parce qu'en fait, il n'invente, à proprement parler, rien du tout. Le travail de Cheikh Anta Diop, c'est quoi? Il fait ressortir ce que les penseurs grecs anciens disaient de l'Égypte, pour dire le sphinx, c'est un visage de nègre. Ce n'est pas un visage de blanc, pour parler en termes caricaturaux. Quand vous voyez le nez du sphinx, son visage, c'est un nègre, on ne peut pas dire que c'est un blanc. La couleur des Égyptiens, ce n'est pas des métis, ce sont des noirs, ce sont des nègres. Il y a eu une tentative de falsification de l'histoire de l'humanité, en falsifiant l'histoire de l'Égypte et sa relation avec l'Afrique. C'est de là que partent les idées de Cheikh Anta Diop. Il s'agit de faire ressortir cette réhabilitation. Et c'est cela qui est l'idée de Cheikh Anta Diop, qui est aussi partisan d'un fédéralisme africain, d'une unité. L'unité culturelle de l'Afrique noire, comme il le dit, doit aussi avoir pendant un idéal d'unité politique. C'est un peu cela, les travaux de Cheikh Anta Diop, qui ont eu l'occasion d'être discutés sur le plan international. Je citerai juste deux exemples. C'est le colloque international du Caire, organisé par l'UNESCO, qui a réuni les plus grands historiens égyptologues du monde
où il a eu, lui et son disciple devenu collègue Théophile Obenga du Congo, ont eu à défendre par des arguments scientifiques le caractère nègre de l'Égypte antique. Le deuxième, c'est celui auquel j'ai eu l'occasion de participer à l'Université de Dakar quand il a sorti son ouvrage Civilisation ou barbarie, où il a repris un peu ses travaux actualisés dans les années 80, où il a soumis ces questions mais à un parterre de grands chercheurs africains réunis à l'Université de Dakar pendant des séances, 32 séances je crois, qui ont vraiment permis d'étudier, de confronter scientifiquement ce qu'il disait. Vous dites, ce n'est pas de l'idéologie, voici, c'est les faits scientifiques. Certains marxistes ont contesté ou ont voulu nuancer, des sociologues, des historiens, des mathématiciens, des scientifiques. Tout cela montre bien qu'il y a eu un travail scientifique qui a été fait autour de ces idées et qu'il faut que les jeunes Africains sachent qu'ils ne sont pas moins que les autres, qu'ils ont un passé historique dont ils peuvent être fiers, quitte à ce qu'on ne s'en donne pas sur ses lauriers, évidemment. On ne reste pas sur le passé. Notre présent n'est pas toujours aussi reluisant. On a parlé de démocratie buissonnière. Comment faire pour que nous puissions être fiers de ce que nos parents ont et de nos ancêtres ont été? C'est un peu cette dualité qu'il faut arriver à assumer. C'est à quoi ce livre appelle. Pensez-vous que le concept de l'Égypte négro-africaine développé par Cheikh Anta Diop est accepté de nos jours? Disons que scientifiquement, c'est quasiment accepté. Certains lui reprochent une part d'idéologie. On lui reproche parfois d'avoir, tiré sur la corde. Mais ce qui me frappe, ce qui est constant, c'est que Cheikh Anta Diop, il est certes militant, mais il est surtout scientifique. Et du point de vue scientifique, tous les livres qu'il publie sont toujours pourvus d'annexes très importantes, annexes sous forme de texte, annexes sous forme d'images, pour comparer, pour vous montrer la parenté entre l'Égypte antique et les civilisations des sociétés africaines plus récentes ou même contemporaines. Pour montrer, par exemple, la parenté entre les langues, la langue égyptienne et des langues africaines. Et ça, Théophile Obenga l'a démontré de façon très, très nette en prenant des termes, des constructions entre les langues égyptiennes et les langues bantoues. Cela est avéré. Je suis en contact avec un égyptologue du Burkina qui a publié un livre qui est enseignant de langue égyptienne en Europe et qui montre bien qu'on peut lire, autant les Européens lisent le grec et le latin pour étayer l'étymologie des termes en français, en allemand ou en d'autres langues dérivées du latin plus précisément, ou des racines grecques qu'on trouve dans les termes médicaux. Autant on peut se servir de l'égyptien ancien qui n'est pas trop éloigné des langues africaines pour pouvoir construire un langage scientifique africain. Comment est décrit l'Égypte pharaonique dans votre essai? Je ne décris pas beaucoup, à vrai dire. Je rends juste compte des travaux qui montrent qu'est-ce que c'était que l'Égypte pharaonique. Je n'entre pas dans les détails. Il y a d'autres spécialistes qui le font mieux que moi. Souvent, quand je rencontre des spécialistes de l'égyptologie, je leur dis, je ne suis pas un spécialiste, je suis un vulgarisateur. Et d'ailleurs, ils me disent que c'est aussi un travail très important parce que, évidemment, par la force des choses, je me cultive. Mais je ne prétends pas à pouvoir décrire la société égyptienne comme des spécialistes qui le font. Je ne suis pas imprégné à fond, je ne suis pas converti à la religion ni à la mystique égyptienne. Ça, c'est une autre histoire. Le livre est disponible depuis quand sur le marché et comment s'en procurer? Bon, le livre est depuis, disons, au moins 3 mois. Il est disponible. Il a été présenté au Salon international du livre d'Abidjan. Il est disponible en Côte d'Ivoire, ici, à une librairie de la place, librairie Carrefour. Il est aussi disponible au Bénin, à la grande librairie qui s'appelle Librairie Notre-Dame. Je suis en contact avec l'éditeur et un ami pour que ce soit disponible aussi à Dakar dans les tout prochains jours. Donc voilà comment on peut se le procurer. Avant de vous laisser partir, selon vous, quelle pourrait être la solution pour une meilleure gouvernance politique africaine? Les solutions, c'est
le mot auquel je pense le premier, c'est la sincérité. Mais c'est difficile parce que la sincérité, c'est demander aux hommes politiques d'être sincères, c'est pas évident. Mais au niveau éthique, c'est quelque chose qu'on devrait quand même pouvoir demander. Et deuxièmement, peut-être surtout la transparence. Parce que les gens peuvent ne pas être sincères, mais quand on impose une transparence, par exemple dans le processus électoral, au moins on peut contrôler à différentes étapes si le système a été perverti ou pas. Et pas seulement les élections, mais c'est un peu parce que la démocratie ne se résume pas aux élections. Il faut un enracinement dans les consciences de la culture démocratique. C'est-à-dire faire comprendre, et ça les organisations de la société civile et les médias peuvent jouer un grand rôle, faire comprendre aux populations à la base que quand on adhère à un système où le pouvoir est exercé par le peuple pour le peuple, il ne faut pas que moi, parce que je suis de telle ethnie, de telle religion, parce que c'est mon frère qui est au pouvoir, je voudrais lui demander plus que ceux auxquels j'ai droit. Il ne faut pas que je pense que comme mon frère de village, d'ethnie ou de région est au pouvoir, je peux aller envahir son bureau pour dire trouve-moi un travail, trouve-moi un travail d'enseignant à l'université alors que je n'ai pas fini mes études secondaires. Donc c'est un peu la culture démocratique, c'est aussi la conscience nationale qu'il faut apprendre à la population à cultiver, donner aux citoyens aussi le sens de la responsabilité pour qu'ils aient la notion de contrôle citoyen. On ne vote pas pour la personne pour la laisser faire tout ce qu'elle veut pendant 5 ans ou 7 ans, mais il faut pouvoir s'insérer dans les mécanismes qui permettent de contrôler l'exercice du pouvoir, de critiquer la mauvaise gouvernance, d'éviter des excès de malgouvernance. Tout cela est important aussi pour qu'on ne tombe pas dans la démocratie buissonnière, parce que la population aussi peut être victime mais aussi complice de la démocratie buissonnière. Lucien Ouiddanou, merci d'être passé à Espace littéraire. C'est tout pour le numéro. Merci, amis internautes, d'avoir observé cet Espace littéraire. Merci Stéphane, merci amis internautes.